Monsieur François Asselineau, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour, bonjour. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de cet appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine après 3 ans de rupture après tout. Comment vous analysez le contenu et le timing de cet appel téléphonique? Ce que je pense, c'est que le président Poutine n'a aucune confiance dans Emmanuel Macron. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque Macron a... Rappelez-vous que la dernière conversation téléphonique qu'ils avaient eue, Macron avait trouvé très malin de la faire enregistrer, de la diffuser publiquement, ce qui est une véritable trahison. Ça ne se fait pas en matière internationale, comme d'ailleurs avec des amis. C'est comme si vous aviez une conversation avec des amis et puis que vous mettiez un haut-parleur pour faire écouter aux autres ce qui se passe. A fortiori avec des chefs d'État sur des affaires d'État. Donc du coup, Vladimir Poutine ne voulait plus parler à Macron. Ça a duré 3 ans, sauf que là, il y a un phénomène nouveau. C'est le phénomène, c'est ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran, et où le Conseil de sécurité des Nations Unies va forcément s'intégrer, s'ingérer dans ces questions. Et force est de constater que la France a un siège de membre permanent au Conseil de sécurité avec le droit de veto. Et donc je pense que c'est ça qui a dû amener Vladimir Poutine à reconsidérer le fait qu'il ne parlait pas à Macron, parce qu'il a dû sans doute, j'imagine, estimer qu'il était nécessaire d'avoir une conversation avec les membres permanents du Conseil de sécurité, quoi qu'il pense par ailleurs de Macron ou de Keir Starmer pour les Britanniques. Sachant que c'est Emmanuel Macron qui a dit qu'il allait contacter Poutine, et ce n'est pas le contraire. Voilà, mais Poutine l'a pris au téléphone. Voilà. Il aurait pu ne pas le prendre. Effectivement, je vous laisse développer le reste de votre analyse par rapport à l'appel. Alors, pour le reste, il y a 2 grands sujets d'actualité. Il y a le sujet de l'Ukraine et il y a le sujet Israël-Iran. Il y a aussi le sujet Israël-Palestine-Gaza. Ça, c'est aussi un sujet que l'on peut mettre avec l'Iran. S'agissant de l'Ukraine, il se passe finalement pas grand-chose. C'est un peu passé en arrière-plan de l'actualité. On voit quand même que Vladimir Poutine et les forces russes continuent d'avancer. Ils ont mis le paquet. Actuellement, il y a une offensive qui s'approche de la ville tout à fait cruciale de Pokrovsk, qui se situe dans le Donetsk. Et si cette ville tombe, qui est un nœud routier et ferroviaire, les experts pensent que ça risque d'être une nouvelle ligne de défense de l'Ukraine qui s'effondre et que les Russes vont pouvoir avancer. Mais le tableau n'avance pas beaucoup. Il y a un grignotage depuis des semaines et des semaines par l'armée russe de toutes leurs positions. Et puis vous savez que les Ukrainiens... Qu'après le Koursk, Vladimir Poutine, il a dit il nous faut une zone tampon. Mais du côté européen ou du côté de la France, Emmanuel Macron, lorsqu'il a pris l'initiative et appelé Vladimir Poutine, est-ce que c'est un changement de position, une prise de conscience qu'il faut passer par des négociations? Est-ce que il était obligé de parler de l'Ukraine parce qu'il appelait Poutine pour l'Iran? Donc est-ce que c'est un appel coordonné parce qu'il n'y a pas eu de réflexion de la part ou de commentaires de la part des alliés jusqu'à ce que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zaharova, elle a dit qu'on a besoin d'entendre les réactions. Est-ce que Macron a prévenu ses alliés qu'il allait appeler par rapport à ça? Je n'en sais rien, je ne pense pas. De toute façon, si vous voulez, nous sommes dans une situation qui est toujours incohérente. On est censé avoir une politique étrangère de sécurité commune au sein de l'Union européenne, donc des 27 États. Donc normalement, il ne devrait y avoir qu'une seule personne qui puisse s'exprimer, c'est la représentante justement des affaires étrangères, la haute représentante, qui se trouve être une commissaire européenne estonienne et qui est une folle furieuse, Madame Kallas, qui est totalement anti-russe, mais à un point de russophobie extrême. Et la construction européenne est absurde, puisque ce pays qui a 2 millions d'habitants, sa représentante représenterait la politique étrangère de 450 millions d'habitants, avec des grandes puissances, quand même, comme la France, et qui est membre permanent du Conseil de sécurité. C'est le seul membre permanent du Conseil de sécurité au sein de l'Union européenne, parce que, bien l'Italie et l'Allemagne. Apparemment, les critères pour avoir des hauts postes dans l'Union européenne, c'est justement d'être contre la Russie au maximum. C'est plus compliqué que ça. C'est que vous avez la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, qui a été renouvelée, alors même que des soupçons de corruption considérables pèsent sur elle, d'entente notamment au sujet du vaccin Pfizer et compagnie. Mme von der Leyen, lorsqu'elle a été renouvelée, de sa propre initiative,
Elle a décidé d'attribuer des portefeuilles au commissaire européen selon son propre bon vouloir. Et Mme von der Leyen, donc, a confié la politique étrangère de l'Union européenne à la commissaire estonienne, donnant par exemple à la France un rôle sur l'industrie, la modernisation de l'industrie. Ça n'a aucune importance. Mme von der Leyen, de façon très vicieuse, a confié des postes tout à fait stratégiques à des alliés de l'Allemagne ou des alliés des Américains, alors que la France aurait pu faire entendre une autre voix. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France, mais c'est vrai aussi de l'Allemagne, de l'Italie, sont des puissances qui ne se sentent quand même pas au fond contraints par ce que peut dire Madame Callas. Bon, la France, elle a quand même des intérêts à faire valoir et elle ne se plie pas aux intérêts de l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça donne cette impression de cacophonie sur l'Ukraine. Vous avez vu par exemple que Madame Meloni pour l'Italie a dit qu'il était hors de question qu'elle envoie un seul soldat en Ukraine et elle a pris ses distances par rapport aux positions extrêmes de M. Merz, du chancelier d'Allemagne ou de Macron, et qui d'ailleurs s'entend désormais très bien avec Keir Starmer. Enfin, rappelez-vous ce qu'on nous avait dit au moment du Brexit. On nous avait expliqué, Macron le premier, que si jamais le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, ça serait une catastrophe, plus personne ne les écouterait. Mais en fait, maintenant, Macron est obligé de faire des alliances qui n'ont plus de rapport avec l'Union européenne, mais qui ont tout rapport avec l'obéissance à l'État profond américain. Je dis bien l'État profond américain, je ne dis pas Trump. Puisque un des éléments que je pense qu'il est très important d'avoir à l'esprit pour comprendre la politique internationale aujourd'hui, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur le Moyen-Orient, Gaza ou l'Iran, c'est bien comprendre que les États-Unis, c'est devenu un pays polycentrique au niveau du pouvoir. C'est que Trump a l'autorité de la Maison-Blanche, mais que cette autorité n'est pas forcément bien respectée dans un certain nombre de ministères par l'État profond. C'est en tout cas mon analyse. Donc lui, par exemple, quelqu'un comme Macron ou comme Keir Starmer ou comme Merz, on l'a vu lors de ce fameux voyage, vous savez, en train à Kiev, avec le soupçon qu'ils étaient en train de consommer de la cocaïne, ça a fait un scandale planétaire. On a bien vu que ces trois messieurs, d'abord, sont totalement irresponsables. Hein. Ils rigolaient, ils riaient comme si, alors qu'ils allaient dans un pays qui a bientôt peut-être 800 000 morts. Deuxièmement, on voit bien que ils ne sont pas en phase avec Trump et qu'eux, ils soutiennent plutôt les jusqu'au-boutistes qui veulent poursuivre la guerre vis-à-vis de la Russie. Donc Macron, là-dedans, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de choses très nouvelles à dire à Poutine. Je pense que si Poutine l'a pris au téléphone, c'est justement parce qu'il y avait les deux volets. Il fallait aussi parler de l'Iran et là où les Nations Unies vont intervenir. C'est comme ça que je vois les choses. Pour le reste, moi je vois des déclarations ahurissantes du chancelier d'Allemagne. Monsieur Merz, qui est, semble-t-il, va en guerre. Enfin, il veut maintenant envoyer des missiles Taurus. Je vois que Macron continue à soutenir bec et ongle monsieur Zelensky. Je vois que monsieur Zelensky est arrivé au sommet de l'OTAN comme s'il était membre de l'OTAN. Tout ça, ce sont des éléments tout à fait inacceptables pour la Russie. Mais le plus préoccupant de tout ça, c'est que on a l'impression que nous avons des dirigeants en Europe occidentale qui ne s'intéressent pas à la réalité du terrain. Ils font comme si Zelensky et l'Ukraine avaient gagné, ou étaient en passe de gagner. Alors que tout le monde sait qu'il y a plus de 20% du territoire ukrainien qui est occupé par la Russie. Tout le monde sait que la Russie se porte très bien, a une économie, contrairement à ce qu'on nous raconte, a une économie qui est tout à fait vaillante par rapport à celle des pays occidentaux. Et on sait très bien aussi que Zelensky n'a plus d'arrière. Son armée, si d'un seul coup on lui retire le soutien de l'OTAN, l'Ukraine tombe dans les 2 jours. Donc en fait, c'est pas l'Ukraine dont il s'agit, c'est en fait l'OTAN et c'est la position des États-Unis d'Amérique. Or, de ce point de vue-là, il y a quand même une interrogation et une déception qui est apparue. Trump avait été élu en disant qu'il allait faire la paix en Ukraine dans les 48 heures. On voit que ça va faire bientôt 6 mois qu'il est à la Maison-Blanche. Il y est arrivé le 20 janvier. Pour l'instant, le conflit perdure et on peut se poser la question de savoir si Trump a vraiment les cartes en main. Je vais vous donner un exemple très important. C'est ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi, je crois, avec l'opération dite Spider's Web, c'est-à-dire la toile d'araignée. Vous vous rappelez qu'il y a eu des bombardiers stratégiques russes qui ont été détruits ou très endommagés par des drones
sur différentes bases, y compris une base près de Irkoutsk, c'est-à-dire très très loin. Zelensky a dit que c'était lui qui était à l'origine de cette opération. Il y a eu, on a exagéré le nom, mais il semble-t-il qu'il y a eu quand même 6 ou 7 bombardiers stratégiques russes qui ont été endommagés, qui n'étaient pas d'ailleurs du dernier modèle. C'était pas forcément des choses. Mais ce qui est important, c'est que on sait, enfin les experts savent que derrière, c'est pas Zelensky, derrière ce sont les services secrets britanniques, le MI6, qui avait introduit, semble-t-il, des drones en Russie, depuis plus d'1 an, secrètement, c'est incroyable, et également la CIA américaine. Rappelez-vous, il y a eu même des indiscrétions qui sont sorties de la Maison-Blanche, où la Maison-Blanche a fait savoir qu'elle n'était pas au courant. Parce que je pense que ça, c'est vraiment important de comprendre que Trump n'est pas forcément au courant de ce que font ses services, et notamment de ce que fait la CIA et l'État profond. Alors moi, c'est une des raisons pour lesquelles, normalement, tout le monde anticipait une très forte réaction de Poutine suite à ces attaques. Il n'y a pas eu vraiment de réaction. Alors pourquoi? Est-ce que peut-être y a-t-il eu un appel téléphonique entre Trump et Poutine et Trump lui a dit « Écoutez, je n'étais pas au courant », mais Trump ne peut pas dire publiquement devant le monde entier qu'il n'est pas au courant. Ça veut dire qu'il n'aurait pas la main sur ses troupes. Donc, je pense qu'il y a ce malaise sur ce sujet. Poutine, lui, il avance dans ces conditions. Mais je pense que la même lecture vaut aussi pour ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Exactement, surtout que le mode opératoire de ce qui s'est passé dans l'opération Toile d'araignée et ce qui s'est passé en Iran est le même. Oui, c'est qu'il y a des camions, des drones déjà montés. C'est le même mode opératoire. Mais avant de passer à l'Iran, Emmanuel Macron apparemment a eu un appel avec Zelensky juste après son appel avec Poutine pour lui dire que la Russie n'a pas changé d'un cran. Le discours est le même. Est-ce que cela veut dire il faut prendre ça en considération pour le futur de ce conflit? Est-ce qu'il faut dire qu'il essaye de le dissuader? Comment vous l'avez analysé? Surtout que les déclarations, ou plutôt les gestes et les actes de l'OTAN ne vont pas dans le sens d'une paix. Moi, vous savez, depuis maintenant que Macron est à l'Élysée, depuis 2017, ça fait 8 ans, on est quand même habitué à ce qu'il dise tout et son contraire, qu'il fasse une chose et qu'il dise le contraire. Il a été brocardé, c'était une de ses phrases fétiches, il disait en même temps. Voilà, donc il ne faut pas attacher trop d'importance. Ce qui est vrai, c'est que Macron est... sur la scène politique nationale, il est détesté par 90% des Français. D'ailleurs, il ne se passe plus rien en France, on attend la prochaine élection présidentielle. Et sur la scène internationale, il est considéré comme quelqu'un de pas crédible par la plupart des pays du monde. Donc je pense qu'il essaie encore d'exister. Alors si d'aventure, il essaie de corriger un peu son discours pour essayer de faire prévaloir un discours un petit peu moins délirant, c'est possible, mais fondamentalement... Je pense que tout ça, ça ne dépend pas de Macron. J'imagine. Tout ça dépend de Trump et de Poutine, c'est tout. Et de l'État profond américain. Parce que je ne suis pas sûr que les manettes que Trump ait des manettes qui répondent, comme on dit. Ça devient de plus en plus clair. J'imagine que c'est malheureux pour un Français souverainiste de dire que la parole de mon pays n'est plus audible. Oui, mais vous savez, je viens chez vous pour vous dire, par amitié pour les gens qui veulent bien nous écouter, et pour essayer de leur faire passer un message. C'est que en France, tout le monde n'est pas comme Macron. Macron, c'est pas la France. Macron, c'est quelqu'un qui a été propulsé à l'Élysée par des forces justement de l'État profond euro-atlantiste, et qu'en France, il y a encore des gens qui raisonnent bien. Il y a encore des gens qui sont fidèles à ce qu'était la France, à sa tradition de souveraineté, de liberté, d'indépendance et de porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Moi, je me bats depuis 18 ans de mon combat politique, c'est d'essayer de revenir à la France du temps de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, rappelez-vous, en 1966, il va en Union soviétique, il lance la politique de détente, alors que les Américains interdisaient qu'il y ait des contacts à haut niveau avec les Soviétiques. Et en 1967, on va y revenir peut-être dans un instant, rappelez-vous de Gaulle, ce qu'il a dit sur la guerre des 6 jours. De Gaulle avait lancé un embargo à l'encontre d'Israël. Et il avait dit avant le démarrage d'ailleurs des hostilités que le premier qui tirerait, il lui donnerait tort. Comme c'est Israël qui avait tiré, de Gaulle avait donné tort à Israël. Rappelez-vous ce qui s'était passé à l'époque. On en est très loin maintenant.
Malheureusement, Emmanuel Macron, ni la France, ni les pays occidentaux, personne n'a condamné le fait que Israël attaque un pays souverain qui est l'Iran. Peut-être on va essayer de partager le temps de notre émission pour parler du volet aussi de l'Iran. Emmanuel Macron, les Occidentaux se sont aperçus que peut-être un des résultats directs de cette frappe américaine et israélienne sur l'Iran était peut-être a des conséquences lourdes. C'est que le résultat c'est qu'ils ont perdu la visibilité, l'accès aux bâtiments nucléaires iraniens et d'après Raphaël Grossi, ils ont même perdu la trace de l'uranium enrichi. Donc Emmanuel Macron et compagnie essaye depuis cette frappe d'essayer d'assurer au moins le retour de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran vient de... Grossi que vous citez est le directeur général. Exactement. Donc, et l'Iran vient de confirmer, de suspendre sa coopération avec cette agence qui n'a pas... que l'Iran a dit qu'elle a répondu à toutes les exigences, mais l'agence n'a même pas protégé les bâtiments iraniens, ni condamné la frappe qui est condamnable. Alors, pour avoir des idées très claires, si vous me le permettez, je crois qu'il faut toujours avoir des idées claires. Vous savez, Charles de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, à un moment, il part au Liban et il dit « Vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées claires ». Donc, il faut avoir des idées simples et des idées claires. D'abord, l'Iran. L'Iran, c'est une immense civilisation. C'est un pays qui a plus de 2500 ans d'âge, si on remonte à la haute antiquité, à Darius, à Cyrus, etc. Et c'est connu dans le monde entier, dans le monde des diplomates, pour avoir une diplomatie subtile, très intelligente. C'est pas quelque chose, c'est pas des gros sabots, comme on dit en français, comme peuvent avoir les Américains. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Iran a certainement réfléchi depuis longtemps à toutes les hypothèses. Vous savez que l'Iran, c'est en Iran, aux confins de l'Iran et du nord de l'Inde, qu'a été inventé le chaturanga, qui est l'ancêtre du jeu d'échecs. Donc ce sont des gens qui réfléchissent, comme d'ailleurs Vladimir Poutine. Ce sont des joueurs d'échecs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on regarde de façon objective, vous avez deux États, Israël et l'Iran. Le traité de non-prolifération nucléaire, l'Iran l'a signé et ratifié. Israël ne l'a ni signé ni ratifié. Les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran les a acceptées, et d'ailleurs les a laissées venir sur son sol. Israël les a toujours refusées. Je vais prendre un autre exemple. Actuellement, la Corée du Nord, par exemple, a créé, vous savez, a fait des essais nucléaires. La Corée du Nord a dénoncé le traité de non-prolifération nucléaire et a refusé les inspections de la l'IEA. Donc l'Iran joue le jeu, comme on dit en français. Et troisièmement, Israël, on sait qu'Israël aurait entre 90 et 500 ogives nucléaires dans le désert du Negev, notamment la base de Dimona. L'Iran n'en a pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même pas seulement le gouvernement de Téhéran, ce sont deux institutions quand même qui nécessitent qu'on les écoute. L'AIEA d'abord, Raphaël Grossi a dit qu'il ne pouvait pas du tout confirmer qu'il n'avait aucune preuve qu'il y avait des bombes nucléaires qui étaient en fabrication. Et la CIA elle-même, Madame Tulsi Gabbard, la responsable du renseignement, a dit, vous vous rappelez, elle l'avait dit publiquement, que la CIA disait que l'Iran n'avait pas de bombes nucléaires, n'en fabriquait pas. Et Trump a été obligé d'ailleurs de la contredire publiquement. Vous vous rappelez cette affaire. Donc voilà la situation. Maintenant, Israël donc décide de façon contraire au droit international d'aller frapper l'Iran au motif que l'Iran pourrait avoir l'idée de construire, de bâtir des bombes nucléaires. Mais de ce fait, Israël s'est mis en marge du droit international. Et comme vous le dites fort justement, ça donne des arguments très, très importants à l'Iran pour dire, écoutez, nous, on a signé le traité de non-prolifération, on a accepté les inspections de l'AIEA, on apprend que l'AIEA aurait donné à Israël, de façon absolument scandaleuse, des informations sur ce qu'ils allaient observer, notamment pour faciliter les frappes. Dans ces conditions, on se retire du traité de non-prolifération. Ça me paraît assez logique. Et effectivement, je crois que les pays occidentaux, derrière Israël, eh bien, se rendent compte qu'ils ont fait quand même une bêtise et qu'Israël a fait une grosse bêtise. Alors, c'est pas le seul enseignement, il y a aussi un très gros enseignement. C'est que, personnellement, je ne suis pas absolument convaincu que l'Iran cherche à avoir une bombe nucléaire. Parce que
tout le monde considère que c'est un fait acquis. Les centrifugeuses sont passées à 60%. L'Iran veut avoir une bombe nucléaire. Je n'en suis pas si certain pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on entre dans le raisonnement des Israéliens, c'est que l'Iran voudrait avoir une bombe nucléaire pour envoyer des bombes nucléaires sur Israël. Sauf qu'Israël est un pays très petit, avec une très faible profondeur stratégique. Et si vous envoyez une bombe atomique nucléaire sur Israël, il ne faut pas se tromper. Parce qu'à quelques kilomètres près, vous tuez des dizaines de milliers de Palestiniens, des centaines de milliers de Palestiniens. Donc, si vous voulez, ça reste vraiment à démontrer que l'Iran voudrait faire ça. Deuxièmement, il y a quand même aussi ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que si l'Iran se dotait d'une arme nucléaire et envoyait sur Israël, on sait très bien qu'Israël a les moyens, et si pas Israël, ça serait les Américains qui ont des forces nucléaires dans la région, notamment des sous-marins nucléaires qui sont dans le golfe arabo-persique. Vous savez que le siège de la 5e flotte américaine est à Bahreïn. Eh bien, il y aurait des frappes et l'Iran serait vitrifié. Donc moi, je ne suis pas si certain que ça, que l'Iran veuille avoir des bombes nucléaires. En revanche, ce qui est sûr, et ça c'est la grande information de ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, discrètement, sans que personne n'ait vu venir le coup, s'est doté de ces missiles Fatah 1, qui sont des missiles de moyenne portée de 900 à 2600 km, qui sont des missiles hypersoniques, mais pas seulement des missiles hypersoniques, ce sont des missiles hypersoniques à changement brutal de trajectoire. Ils ont de l'intelligence artificielle embarquée. Et c'est ça qui a permis à l'Iran de frapper Israël, puisqu'ils ont contourné le dôme de fer qui protège Israël. Or ça, je termine mon propos, ça, ce qui est important de comprendre, c'est que les Occidentaux n'ont pas vu ça. On a l'impression, moi je me demande si vous voulez, si l'affaire de la bombe nucléaire n'a pas servi à focaliser l'attention des Occidentaux et en même temps, au même moment, ils développaient discrètement quelque chose qui est beaucoup plus redoutable pour Israël, parce que là, ils peuvent frapper avec quelques centaines de mètres de précision. Justement, c'est presque le même message que la Russie a donné lorsqu'ils ont commencé à dire « Ah, la Russie va utiliser le nucléaire », et leur a dit « Je vais utiliser quelque chose qui est aussi puissant que le nucléaire, mais ce n'est pas du nucléaire, c'est le Orishnik. » Oui, c'est l'Orishnik, absolument. Il y a aussi certains qui pensent aussi que si le résultat direct de cette frappe était de perdre la trace de l'uranium et perdre la visibilité sur le programme nucléaire iranien, il y a un autre point, c'est des gens qui se posent la question. L'Iran a reconnu, l'Iran a laissé fouiller son pays et a essayé de prouver son innocence. Il est frappé. La Corée du Nord, elle a avoué le fait d'avoir la bombe atomique et on la craint. Donc maintenant, les gens se posent la question, même certains généraux français sur des plateaux, ils ont dit cette frappe va laisser penser que ce soit les Saoudiens, les Iraniens, on doit avoir l'arme dissuasive si l'ensemble des Arabes n'arrivent pas à plutôt. Il y a eu un acte d'une vingtaine de pays de dénucléariser la région. Voilà, vous avez raison de le rappeler. Il y a une vingtaine de pays du monde arabe qui ont fait une déclaration qui est censée, et c'est-à-dire ils ont dit il faut dénucléariser toute la région. Parce que le gros problème, il est gros comme un éléphant dans le couloir, comme disent les Anglais, c'est que Israël prétend être le seul pays qui a droit à avoir la bombe nucléaire et interdire aux autres de l'avoir. Ça ne marche pas comme ça, le droit international. D'autant plus qu'Israël n'est pas le seul à avoir la bombe nucléaire dans la région. Puisque d'une part, vous avez, comme je l'ai dit, les Américains qui sont présents avec des ogives nucléaires dans le golfe arabo-persique, avec leurs sous-marins qui sont en plongée. Mais d'autre part, et puis peut-être aussi en Méditerranée orientale, mais vous avez aussi le Pakistan. Or, le Pakistan, il a lui-même des missiles qu'il a mis au point et qui ont 2800 km de portée et qui peuvent frapper Israël. Et notamment, le Pakistan doit avoir, cette année, semble-t-il, aura la 5e puissance nucléaire du monde, parce qu'ils développent leur programme nucléaire. Et ils ont annoncé leur soutien clair à l'Iran. Voilà, donc si vous voulez, on a des déclarations de Netanyahou d'il y a quelques années, où il a expliqué qu'il fallait interdire au Pakistan de continuer à avoir l'arme nucléaire. Donc il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que dans l'esprit de Netanyahou et des gens d'extrême droite qui l'entourent, notamment les deux fameux ministres Bezalel Smotrich et Itamar je trébuche toujours sur son... Ben Gvir.
eux, ils veulent avoir un grand Israël, Eretz Israël, et ils veulent s'attaquer à l'Iran, puis ensuite au Pakistan, et puis pourquoi pas à la Turquie, parce que, à mon avis, le président Erdogan doit avoir très probablement des ambitions nucléaires. Et pourquoi pas à la Russie. Donc tout ça, on voit qu'il y a un risque d'enchaînement qui est catastrophique. Et moi, ce que je crois très important, c'est que cette guerre des 12 jours, comme l'a appelé Trump, d'abord, je pense que Trump n'a pas été forcément prévenu du déclenchement des hostilités par Netanyahou. Je pense que Netanyahou l'a peut-être prévenu 1 heure avant, mais c'était déjà trop tard. Je pense que Trump, du coup, n'a pas pu avouer au monde qu'il était pris de court. Et donc, il a été, rappelez-vous la déclaration qu'il a faite à la Maison-Blanche, il était flanqué du vice-président, de 2 ministres. Il a fait une déclaration pour dire qu'il avait lancé des frappes. Mais on avait l'impression que les frappes qu'il a lancées, c'était vraiment pour ne pas désavouer Israël, mais d'arrêter l'affaire au plus vite. Or, ces frappes, elles ont eu aussi un inconvénient, c'est qu'il a utilisé des bombes, les bombes GBU 57, qui étaient censées être des bombes détruisant les bunkers. Ce sont des bombes très très puissantes, ce sont des bombes conventionnelles. Elles n'ont fait que des cratères que de 30 à 50 mètres dans des roches. C'est très important, c'est la hauteur du premier étage de la Tour Eiffel. Mais si les installations nucléaires iraniennes sont à moins de 300 mètres en dessous, elles sont incapables d'avoir accès à ça. Justement, c'est pour ça qu'on dit que cette frappe américaine est à double tranchant. C'est une mauvaise réputation pour les armes américaines. Mais pour l'instant, cette affaire tourne à l'avantage de l'Iran dans tous les domaines. L'Iran... son potentiel nucléaire, contrairement à ce qu'a dit Trump, n'a pas été vraiment entamé, parce que les Iraniens avaient vu le coup venir, ils avaient déplacé les choses. 2, ils ont montré qu'Israël était vulnérable. Il y a eu des gros dégâts à Tel Aviv, à Haïfa. 3, ils ont montré que les bombes GBU 57 n'étaient pas efficaces. 4, ça a renforcé le régime de Téhéran, alors que Netanyahou avait changé le but de guerre, il avait dit qu'il fallait un régime change, changer le régime. Ça a plutôt renforcé la popularité du régime de Téhéran dans sa... Donc, si vous voulez, ça n'est que des catastrophes, en fait. Non, merci de nous avoir éclairés sur ça.